intervention qui peut vous manquer une oreille attentive, qui puisse vous écouter et vous accompagner dans vos moments de doute et de trouble. Reflet d'Afrique Télévision a conçu cette émission pour vous aider à vous libérer. Avec un panel constitué d'experts, ensemble, nous essaierons de traiter de tous les sujets qui parviendront à notre rédaction. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Confession, sur Reflet d'Afrique Télévision. Aujourd'hui, nous traiterons d'un sujet assez sensible puisque 60% des jeunes sont victimes d'abus sexuels. Et pour cela, nous avons invité sur ce plateau plusieurs experts, comme je le disais tantôt, pour traiter de ce sujet. Je vais commencer à ma droite avec le docteur Totia, il est gynécologue obstétricien. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Reflet d'Afrique. C'est moi qui vous remercie. À ma gauche, j'ai Sandrine Chanty, journaliste humanitaire. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Leslie, bonsoir aux téléspectateurs. D'avoir accepté l'invitation de Reflet d'Afrique. C'est un plaisir si je peux partager ce que j'ai, voilà, avec, pour aider plus d'une personne. Voilà, le plaisir est le mien. Et juste après Sandrine, on a Théodore Baïha, qui lui est écrivain et éducateur. Bonsoir Théo. Bonsoir Leslie. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Reflet d'Afrique Télévision. Merci. Comme je l'ai dit tantôt, nous parlerons du viol. Et pour cela, nous allons vous conter une histoire avant de commencer. Cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame, une jeune fille, qui a été victime d'abus sexuels. Elle nous raconte qu'elle était en vacances chez l'une de ses tantes. Et par la suite, elle a été abusée sexuellement par son cousin. Elle a essayé d'en parler avec sa tante qui malheureusement n'a pas cru à ce qu'elle disait. Et aujourd'hui, elle nous demande comment vivre avec cela, comment traverser ce moment difficile parce qu'elle souffre. Et cette histoire, plusieurs jeunes filles vivent au quotidien. On a également cette jeune fille qui est décédée suite de viol au quartier Lokpom à Douala. Docteur, c'est quoi le viol concrètement? En fait, s'il faut définir le viol, on dira que le viol, n'est-ce pas, c'est... Quand on dit viol, on fait toujours allusion, et c'est ça, rapport sexuel. On peut le définir de façon comme ça, simple. Le viol comme étant des relations sexuelles non consentantes entre deux personnes. Un homme et une femme et un homme. Nous savons pourquoi nous disons ça, parce qu'on voit toujours le viol comme étant un homme qui va violer une femme, mais parfois c'est le contraire aussi. Il y a des cas, n'est-ce pas, de viol où ce n'est pas l'homme qui est au centre, mais c'est des cas rares quand même, ça existe. Alors donc c'est ça, c'est-à-dire que un homme qui fait des rapports sexuels, on dirait comme ça, forcés, sans consentement avec une dame, avec une femme. Peut-être que dans la suite des débats, on ira peut-être dans les détails pour en dire plus. Mais c'est là, ça c'est la définition. C'est-à-dire une relation sexuelle sans qu'il y ait consentement, n'est-ce pas, de la partenaire. Oui, Sandrine, s'il fallait définir le viol. Alors, je vais aller dans la même lancée que le docteur pour dire que j'ai fait un tour quand même dans le dictionnaire pour savoir ce que c'est. Justement, c'est le même fond que ce que le docteur vient de dire. C'est donc l'acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel, le plus souvent par de rapports sexuels, que ce soit par la force, par surprise ou encore par une menace ou plus précisément sans consentement. Donc c'est ça le viol, c'est acte. Voilà, c'est souvent motivé. Alors derrière, il y a soit la force, soit la menace, mais un élément qui contraint la personne à pouvoir soit adhérer, soit coopérer. D'accord. Voilà. Docteur, est-ce que le viol est toujours physique? Oui, pour la plupart des cas. Oui. Le viol est physique pour la plupart des cas. Et ce n'est pas seulement physique en réalité, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait un violeur et une victime. Généralement, c'est la jeune fille. Alors, donc, mais on a des cas où le viol peut aussi être, on
peut dire comme ça, psychologique, parce que je crois qu'on va parler, il y a un chapitre dans lequel nous allons parler des conséquences du viol. Alors donc, et là, ça peut être sans acte, mais provoquer les mêmes conséquences. Vous pouvez violer l'intimité d'une personne sans la toucher. Je pense qu'on va peut-être revenir là-dessus pour comprendre mieux ce que ça veut dire. Alors, avec pour conséquence que la personne vit exactement ce que l'autre vivrait au cas où on utiliserait la force pour la contraindre. Bon, dans ce cas, on peut dire que... Mais généralement, quand on parle de viol, il y a la force. Il y a la force et c'est le tableau qui s'y est dans la plupart des cas. Monsieur Baya, ou Baya Théodore, quand on parle de viol psychologique, à quoi fait-on allusion? À mon avis, le viol psychologique, c'est vrai que le viol est d'abord physique. Hein. Oui. Maintenant, les conséquences sont beaucoup plus psychologiques, morales, mentales. Et c'est en ce moment-là, à mon avis, je peux parler du viol psychologique. C'est-à-dire que quoi que ça se passe physiquement, le viol, la force, la violence, la brutalité physique, l'impact même physique, mais les conséquences de ce viol physique peuvent avoir de l'influence dans notre psychologie, dans notre vie de tous les jours, dans notre morale, dans notre façon même de voir les personnes, des choses. À ce niveau, à mon avis, je peux parler du viol psychologique. D'accord. Sandrine, avoir quelqu'un qui nous dit tous les jours, tu me plais, tu as de belles formes, tu as un beau physique, est-ce que c'est pas une forme de viol ça? Je pense pas, non. Personnellement, je pense pas. En fonction de l'intention que la personne, on peut apprécier quelqu'un sans qu'il y ait toutefois de mauvaises intentions, voilà, d'un voisin, d'un inconnu, de quelqu'un de son entourage simplement. Donc, sans qu'il n'y ait l'intention. On parle de viol quand l'acte est forcé et on contraint la personne. Mais donner un compliment à quelqu'un ou alors apprécier quelqu'un, je ne pense pas. Quand ça devient pratiquement du harcèlement, parce que là, je veux qu'on essaye de comprendre le viol psychologique, parce qu'il y a des personnes qui se plaignent au quotidien d'être déshabillées. Un regard, quelqu'un pose un regard, carrément été déshabillé. Est-ce que ça, ça peut être considéré comme un viol? C'est pourquoi je dis, on parle ici de l'intention et du comportement de la personne. Ouais. On peut avoir des personnes simples, mais on peut avoir d'autres personnes qui carrément ont une intention. Ça veut dire ce qu'il te dit est directement lié à l'acte sexuel qu'il voudrait avoir directement. Là, ça devient du harcèlement, comme vous avez dit, et on peut se plaindre parce que le viol peut s'en suivre. Voilà, donc je crois que c'est ça. Docteur, à quel moment véritablement, parlons du viol psychologique, à quel moment l'alerte doit être lancée? Bon, prenons un cas simple d'un chef d'entreprise qui a une secrétaire. Alors, je vous dis, on est à l'hôpital, on voit les cas, peut-être que vous ne voyez pas. Oui. Voilà un monsieur qui n'est pas habitué à une vie des autres. Il aime son épouse, point. Et il ne veut pas en avoir plus. Alors, mais de l'autre côté, vous avez une qui est en train qui est là avec lui tous les jours, qui manifestement même peut mieux le connaître que madame. Surtout quand la proximité de madame n'est pas... Parce que la vraie proximité, en 5-10 ans avec le secrétaire, ça veut dire qu'elle vous connaît peut-être mieux que même votre dame qui est à la maison, qui vous voit en passant. Alors donc, voilà ce monsieur qui... il ne veut pas poser l'acte. Il voit comment le dit au quartier, les appels de balles, mais qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de céder. Ah, du coup, vous voyez un monsieur qui n'est plus libre. Il est peut-être libre partout, mais il n'est pas libre chez lui dans son bureau. Parce que quand il va entrer, il va se rappeler que voilà, il y a une qu'il va rencontrer. Et quelquefois me dit pourquoi ne pas la renvoyer. C'est généralement des femmes, des secrétaires très brillantes.
Alors, et pour trouver une encore avec qui tu vas avoir une proximité de ce genre, une, tu la regardes et comprends de quoi qu'est-ce que tu veux, une qui te fait des rapports, une qui te remplace là où tu devrais être et que tu n'es pas, alors qui te met dans cet état de fait. Alors donc, on a ces genres de personnes qui viennent se plaindre, se plaindre de ce, n'est-ce pas, de ce harcèlement qui, en réalité, même ce harcèlement le conduit dans un état second. Parfois, vous allez voir qu'il pose des actes même qui n'avaient pas à justifier. Exactement comme si vous aviez forcé une fille, vous êtes passé à l'acte, et puis pour vous, c'est fini. Pour elle, vous la mettez dans un état, n'est-ce pas, tel qu'il lui sera très difficile de se remettre. On va parler des conséquences tout à l'heure. Le patron n'a pas été violé, mais ce qu'on a violé chez le patron, c'est peut-être sa liberté, c'est peut-être, je ne sais pas moi, son choix de ne pas faire comme l'autre ferait. Bon, il vit alors dans un état, n'est-ce pas, de diminution. Il fait des choses parfois qui, lorsqu'il se retrouve, il se dit, mais je n'aurais pas dû faire ceci, faire cela. Alors c'est pour ça, c'est vrai que c'est des cas, il faut le dire, c'est des cas rares. Sinon, le débat que nous avons ce soir consiste, n'est-ce pas, par du viol physique, une force qu'on a, n'est-ce pas, qu'on porte sur une tierce personne qui ne voudrait même pas de ce que tu veux en fait. Vous allez garder la parole. Docteur, quelle est la première chose qu'une victime de viol devrait faire? Sur le plan médical. Sur le plan médical. Très bien, c'est la raison pour laquelle je suis là d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs. Ouais. On fait beaucoup d'erreurs, surtout en Afrique. Chez nous en Afrique. Bon, en Europe ou dans les pays avancés, ce n'est pas le cas. Alors, parce qu'il y a un protocole dans les services de gynécologie et d'obstétrique, n'est-ce pas, il y a un protocole au niveau de la police judiciaire. En cas de viol, voilà, il faut faire ça. Donc, et les gens sont informés. Il y a une formation, une information, il y a une éducation, il y a une communication qui se fait autour. Ce qui fait que, quand vous prenez deux cas de figure d'une jeune fille qui a été violée dans ce genre de pays-là, c'est clair et c'est net. Lorsqu'elle se lève, elle prend son téléphone, elle appelle la police, elle ne bouge pas. Vous comprenez? Et la police, étant informée, connaît le protocole, arrive sur le champ avec déjà, n'est-ce pas, le matériel de prélèvement. La police, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des kits à la police qui sont là pour ce genre de cas. Donc quand ils arrivent, ils savent quoi faire. Donc ils vont prélever, ils vont faire des prélèvements. Le prélèvement le plus judicieux, c'est le prélèvement de tout liquide qui se trouve sur le lieu, parce qu'elle ne bouge pas de là. Alors sur le lieu où l'acte a été commis. Alors chez nous, généralement, on se lave, on fait une semaine, et puis on porte plainte, voilà. Finalement, on arrive, on a effacé toutes les preuves. Et finalement, on demande au médecin de faire un constat de viol avec aucune preuve. Sinon, les lésions, dont on va parler peut-être tout à l'heure, les lésions sont là, le médecin peut décrire, mais ne peut pas. Même avec n'importe quoi, on peut faire des lésions. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, mais dire que c'est un acte de viol, il faut qu'on ait une preuve. Et la preuve, c'est quoi? C'est les sécrétions. Et lorsque cela est prélevé comme ça, la police judiciaire va voir directement l'expert. C'est-à-dire que on est peut-être ici à la cité, il y a, je sais pas, un commissariat ici, et au niveau de l'hôpital, des hôpitaux qu'il y a dans cette circonscription, on a quelqu'un qui est un expert, qui est assermenté, qui est agréé. Donc on lui apporte tout ça, et puis tac, il prépare, n'est-ce pas, son rapport, remet ce rapport, n'est-ce pas, à la police judiciaire, et puis la fait sur son corps. Donc ce n'est pas, on a un sérieux problème là. Je crois qu'il faut voir ça. Lorsqu'il y a viol, vraiment, il ne faut pas perdre la tête. Donc la première chose à faire, c'est aller à l'hôpital avant d'aller... Directement, dans notre cas, dans notre contexte, il faut aller directement à l'hôpital avant d'aller porter plainte. Voilà. Ou il faut porter plainte. Non. Allez d'abord aller à l'hôpital. Là, il y a un prélèvement qui est fait, et après, donc, vous pouvez aller... avec les résultats pour... Voilà. Sur le champ, parce que le
commissaire, enfin, L'enquêteur. oui, l'enquêteur va savoir que voilà, les tournements ont été faits et que ça suit son cours. Alors donc il va vous auditionner, il va attendre, n'est-ce pas, les preuves sur le plan médical, et on va disjoncter le dossier. Oui, Monsieur Théodore, vous rencontrez au quotidien des jeunes filles qui subissent ce genre de violence. Comment elles se sentent quand elles viennent vous voir? Comment se sentent les victimes de viol? Comment se sent une jeune fille violée? Bon, les jeunes filles violées en général ont beaucoup de problèmes psychologiques, c'est-à-dire d'apparence, à partir même de leur aspect physique, on peut facilement définir et comprendre que celle-ci a eu un choc psychologique. Maintenant, il y a aussi beaucoup de déséquilibre dans leur comportement dû à ce choc. Quand vous parlez de déséquilibre, que vous faites allusion à? Bon, je parle beaucoup plus au comportement, aux attitudes, parfois la perte même de confiance en soi. Perte de confiance en soi, le complexe d'infériorité, d'indignité même, parce que c'est comme si on a arraché Une partie de soi. une partie de soi. Son honneur a été touché, ouais, un peu non. Donc, dans la plupart des cas, voilà à peu près. On peut oublier certains cas, on peut oublier certains éléments. Oui, Voilà. oui, pour Compléter. un tout petit peu. Oui. Alors donc il y a l'état d'anxiété, probablement, pour ajouter. Il y a même un état très très grave, la dépression. Alors vous avez une fille qui est là, qui depuis qu'elle a été victime de son viol, elle n'est pas la personne, elle ne mange pas, elle est dans son petit coin, elle commence à libérer, elle communique avec personne. Voilà. C'est un état de dépression. Si on ne se lève pas très vite pour voir le psychiatre, elle va aller dans tous les sens. Alors donc il y a ça, comme il a évoqué quelque chose de très très important là, la sous-estimation de soi. Parce que c'est quand ça se passe comme ça après, elle se dit, ben écoute, moi, surtout, ça se vit beaucoup plus avec les filles vierges que d'autres qui sont habituées, Qui sont voilà, déjà actives sexuellement. Alors donc pour elle, elle a perdu sa virginité, pour elle, elle a perdu sa vie. Elle n'a plus, n'est-ce pas, des raisons de continuer à vivre. Alors donc, sur le plan psychologique, voilà, c'était pour compléter ce que le groupe de panélistes avait dit, c'est quelque chose de très très important. Et ça détruit l'avenir même de la fille. Ça détruit son avenir. Alors donc, c'est pour dire que le viol, que beaucoup de gens voient comme étant quelque chose de banal. Vraiment, ça a des conséquences incalculables sur le plan psychologique. D'accord. Sandrine, pourquoi généralement les victimes de viol choisissent de se taire? Pourquoi elles ne parlent pas? Pourquoi elles attendent de 10-15 ans? On a le cas d'une musicienne camerounaise qui a annoncé récemment qu'elle a été victime d'un viol. Pourquoi attendre aussi longtemps? Alors, les jeunes filles avec qui j'ai parlé, qui ont subi des viols à l'âge de 7-8 ans, qui ont aujourd'hui 19 ans, elles peuvent parler aujourd'hui justement parce que, ou alors elles ont gardé le silence parce que le bourreau était dans leur entourage en fait. Pour certaines, c'est leur oncle. Pour d'autres, elles sont une particulièrement, elle est allée justement en congé chez son grand frère à Edea. Et c'est donc l'ami de son grand frère qui venait à la maison à des moments qui a eu à commettre cet acte, et il l'a fait plusieurs fois, sauf qu'il l'a fait et il l'a menacé, donc il y avait un acte de force et puis il y avait une sorte de crainte. Donc elle a gardé, ou alors en majeure partie elle garde parce que la personne est dans leur entourage, que ce soit un parent, que ce soit un proche, que ce soit un ami à des moments. Parfois dans les établissements scolaires on a vu aussi des groupes perpétrer ce genre d'acte. Donc en fait je crois que c'est parce que le bourreau est dans leur entourage, donc il fait partie de leur quotidien et parfois on se dit, parfois même la personne est très appréciée de la famille, donc parfois c'est soit le financeur, soit quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qu'on adule donc dans la famille, du coup c'est compliqué de pouvoir dénoncer la personne. Et même encore derrière cela il y a des menaces qu'on fait aussi, parce qu'une petite de 8 ans
On lui dit que si tu ne fais pas ci, on a même menacé d'autres, on va tuer ton père ou on va faire ci, on va faire ça. Du coup, elle est obligée, elle est dans l'obligation de garder le silence. Je crois que c'est la raison parce que le bourreau est dans son entourage. Oui. Pardon? Pourquoi les victimes choisissent de se taire? Pour moi, c'est parce que pour elles, hein, moi je peux dire qu'elles ont honte. Donc elles ont le sentiment que une fille violée ne peut plus peut-être être respectée, donc ne peut plus être véritablement considérée dans la société, ce qui n'est pas vrai. Hein. Donc ce sentiment les amène à garder le silence, la honte beaucoup plus. Par rapport à son entourage, par rapport à ses voisins, elles ont honte. Pour moi, voilà un peu, pour moi c'est la principale, l'ingrédient principal. Il y a un autre détail que j'ai découvert en parlant avec ces filles, c'est que on les amène à accepter en fait l'acte de viol comme n'étant un acte de viol, donc comme si c'est normal. Donc elle arrive à un niveau où pour elle on ne l'a pas violée jusqu'à ce que peut-être elle tombe peut-être sur des informations aussi, mais à un moment de façon psychologique, comme on parlait du viol psychologique, ça s'ajoute aussi à cela. Donc elle se rend compte qu'elle accepte en fait. Elle accepte la situation. Donc pour elle, on ne parle plus de viol, mais on l'amène même à un moment à être consentante. Donc c'est un créneau dans lequel on l'amène. Donc pour elle, c'est devenu normal. Voilà, normal de le faire, même comme elle n'est pas consciente des conséquences qui vont s'en suivre. Théodore Baïra parlait de la honte. Est-ce qu'une victime de viol devrait avoir honte? Entre la victime et la personne qui commet l'acte, qui devrait avoir honte? La victime, elle a honte. Pourquoi avoir honte? Elle a honte parce que vous croyez que c'est un trophée que de faire connaître à ses amis qu'on a été victime d'un viol. Réellement ou alors concrètement, la société rejette les femmes qui ont été violées. Ça c'est sûr. On les regarde dans notre œil et puis surtout quand on sait, du coup, elles sont obligées parfois de garder parce que être à un certain niveau, un peu comme on revient un peu sur l'actualité de la star camerounaise, il y a eu des commentaires vraiment dénigrants sur Internet. Et puis elle a même d'une façon ou d'une autre, certains ont même dit qu'elle a perdu en cote de popularité, d'autres qui sont beaucoup plus compatissants ont adhéré à son histoire et ainsi de suite. Mais au Cameroun particulièrement, on parle de 1,5 million de personnes qui doivent s'intéresser en principe au viol, mais aujourd'hui, on n'a pas encore compris que c'est un acte que les gens ont subi et qu'on devrait, au lieu de les rejeter, les encadrer. Donc, elles sont obligées d'avoir honte d'en parler, de partager leur histoire avec les autres, surtout quand on est dans une société où tu peux partager même ton histoire avec quelqu'un et du jour au lendemain, tu retrouves l'histoire sur Internet ou alors ça et là, du coup, ça te met au plus mal, voilà, que tu ne l'étais avant quand tu avais gardé ton secret. Alors, donc, c'était pour dire que exactement ce que je voulais dire, c'est ce que Sandrine a dit. Alors, donc, ce n'est pas un trophée pour une jeune fille de savoir qu'elle a été violée. Alors, donc, naturellement, qu'elle doit avoir honte, c'est une histoire qu'on ne raconte pas facilement. Alors, donc, la honte aidant, elle peut même s'exclure comme ça de la société, là aussi fait comme ça. Alors, c'est aussi une des conséquences, c'est-à-dire, elle peut être, comment on peut dire ça, marginalisée, si on peut dire. Alors, donc, puisque si on apprend cette histoire, certainement qu'il y aura des remous. Il y aura des remous, elle peut être stigmatisée. Stigmatisée. Alors, donc, du coup, ce n'est pas bien, n'est-ce pas, que d'être victime d'une chose pareille. Alors, c'est vraiment une chose qui n'est pas. Que les gens n'aiment pas. C'est vrai que, en restant avec cela dans le secret, bon, peut-être qu'il y aura des conséquences que nous avons eu à évoquer tout à l'heure, même plus, mais elle va peut-être se remettre avec le temps, que de communiquer cela, que de laisser que l'histoire puisse comme ça sortir, et ça compliquera son état davantage.
Oui, M. Bahira, est-ce qu'une victime de viol peut avoir une relation amoureuse et réussir à s'épanouir? Bien sûr, bien sûr. En fait, je voulais juste revenir et dire que c'est le violeur qui devrait avoir honte en principe. Ce n'est pas la personne violée. C'est le violeur qui devrait normalement avoir honte. Maintenant, est-ce que une victime, quelqu'une qui a été violée peut avoir une vie amoureuse? Si elle n'a pas. Oui. Parlons de cette victime qui n'a pas parlé, qui ne s'est pas libérée, qui n'a jamais rien dit à personne, qui subit un viol et décide de se mettre dans une relation. Est-ce qu'elle peut être épanouie dans cette relation? Bon, j'ai dit oui parce que mon oui est conditionnel. Oui. C'est parce que si elle rencontre un partenaire avec qui elle a des échanges, un partenaire qui peut l'apporter ce soutien moral, cet encouragement, ce coaching pour l'aider à sortir de ses blessures, elle peut véritablement avoir une vie épanouie dans la relation. Maintenant, si avec ce partenaire, bon, elle n'a pas le courage de partager à fond ses blessures internes avec ce partenaire, Oui. il est normal qu'elle ne puisse pas avoir cette relation épanouie. Parce que elle pourra toujours rejeter les effets de sa situation au genre humain, en fait, aux hommes en général. Oui. Elle va se dire par exemple, ok, un homme m'a violé, ça veut dire que les hommes sont méchants, les hommes ne sont pas sérieux, vous voyez un peu, non? Donc à cet effet, ça pourra amener des troubles un peu dans cette relation amoureuse. Mais si il y a un bon dialogue avec ce partenaire, il y a un accompagnement, ce partenaire l'accompagne pour avoir une très bonne relation amoureuse. Ça se Oui. Je vais rebondir un tout petit peu sur ce que M. Baye a dit tout à l'heure, disant que c'est le violeur qui devrait avoir honte. Peut-être oui, mais dans la plupart des cas, Sandrine a fait cas tout à l'heure de celui-là qui est tombé, celui-là qui en fait est celui enfin, Plus adulé de la famille. plus adulé de la famille, qui va avoir honte de quoi? En réalité, il n'a pas honte, tout au contraire. Pour lui, c'est même une sensation de... Il se sent homme, quoi, en fait. Voilà. Parce qu'il est grand, il écrase tout le monde, et ce viol pour lui est un point de marqué. Si vous le permettez, je vous donne un témoignage, sans citer les noms. Je vous donne un témoignage. Si vous reconnaissez la personne, tant mieux, mais moi, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. Un monsieur, je ne vais pas dire la ville où il est, parce qu'il est encore là, ce n'est pas les contemporains. Alors donc, marié également à une dame, médecin, son état. Alors donc, ils avaient comme ça 3 enfants, parmi lesquels 2 filles. Alors, ce monsieur, vraiment, a passé tout le temps à violer, pire, à sodomiser. Parce que ça, c'est le viol peut-être. Mais quand on vous parle de sodomie, c'est quelque chose de beaucoup plus, je ne sais pas comment qualifier ça. Alors ces deux filles en étaient victimes. Alors elle, la maman était là, elle était complètement larguée, elle ne connaissait même pas ce qui se passait. Un jour comme ça, elle remarque quelque chose de pas très très bien dans les dessous des enfants. Et puis donc une, parce que c'était pas les deux, il décide de les amener toutes comme ça à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le médecin examine celle qui avait des pertes un peu bizarres. Et le constat est ce que vous pouvez imaginer. Alors la maman était complètement défaite. Elle amène l'autre, disant mais peut-être que oui, conclusion, c'est la même chose. Alors donc la maman s'est mise dans un état et s'est dit mais comment je vais faire pour avoir la vérité? Si je menace mes enfants, jamais ils ne le diraient. Le bourreau est toujours là. Et le bourreau lui dit si jamais vous parlez, vous allez mourir. Alors donc il n'était pas question de dire quoi que ce soit.
Alors, la maman consacre comme ça un matin, amène la plus grande quelque part. Les enfants, c'est pas trop difficile de les amadouer. Et puis, pose la question, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Ah, c'est papa. Alors, l'affaire. Vous connaissez l'affaire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ce que le mari trouve à faire, c'est d'insulter la femme. Et pour finir, j'avais appris que la femme, elle a divorcé, elle est partie. Et une nouvelle femme est venue. Et le premier cadeau qu'on lui a offert, c'était une Mercedes, je crois, à peu près 450, 500, je ne sais pas quoi. Alors donc, celle qui hante connaît bien la vérité, mais qu'est-ce que vous voulez? On vit dans un monde qu'on ne peut pas décrire, n'est-ce pas, où le matérialisme est. Alors, dans notre cas de figure, est-ce que le mari s'est repenti de quoi que ce soit? Non. C'est lui qui est bon. La femme, puisqu'elle disait, la femme, elle est folle, quoi. Ce qu'elle raconte là, c'est pas vrai. Vous comprenez? Alors donc, il a honte de quoi? Non, de rien, la preuve. Il a pris une autre femme, et voilà. Donc c'était pour revenir là-dessus, pour dire, le violeur n'est pas toujours celui-là qui doit avoir honte. Il y en a quelques violeurs conscients. Voilà, si on peut le dire comme ça. Un violeur qui n'est pas habitué, mais la plupart, dans les recherches que j'ai eu à faire, la cause, je ne sais pas si vous êtes prévu qu'on parle des causes du viol, ça n'a jamais été la femme. Non, non, non. Et j'ai été surpris lorsque j'ai fait des lectures que la cause c'est le violeur. Voilà. C'est le violeur. Son état. Généralement, les violeurs justifient leurs actes par l'apparence. Non. Le vestimentaire. Ça c'est faux. Le vestimentaire, les formes, les machines. Non, il avait été déjà prédestiné, il était conçu, le violeur est un violeur. Voilà. Ouais. Rien à voir avec le vestimentaire de... Zéro, non du tout. Ça m'a surpris quand j'ai fait des recherches. Puisque ce n'est pas un acte justifiable, on ne le justifie pas. Qu'importe, il y a combien à Douala particulièrement, il y a combien de filles ou de jeunes filles qui pourraient marcher dénudées. Et dans le cas où le bourreau est à la maison, il est autour de nous. Ça veut dire c'est pas simplement le vestimentaire qui le rapproche ou qui l'amène à poser cet acte. Non, c'est que déjà, lui-même psychologiquement, il est malade. C'est quelqu'un qui soit a un complexe d'infériorité et a besoin d'un plus petit que lui pour pouvoir montrer sa suprématie ou sa domination. Et ainsi de suite. Mais c'est pas un acte qu'on pourrait justifier. Qu'importe ce qu'on dira, qu'importe vraiment ce qu'on dira, on ne peut pas le justifier. Ça, c'est mon avis. Pour vous, l'habillement, le vestimentaire, vraiment, n'est pas la cause. Non, pour moi, ce n'est pas la cause. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à aller vers un enfant de 3 ans? Il est malade. Il est malade. C'est récurrent. Soit il est malade, ou alors soit c'est voilà. Des loges bizarres. Effectivement. C'est clair. Effectivement. Un homme normal ne peut pas faire ça. On les voit à l'hôpital. Là, plus tard que le mois passé, on est venu rencontrer une jeune fille de 8 ans. 8 ans, je vous dis. Vous savez, les enfants juste sont précoces. 8 ans, elle est déjà développée. Et puis, c'est la deuxième femme. C'est la deuxième épouse. La deuxième femme de papa. De papa. Et la mère l'a su récemment. Mais on parle de plus d'une cinquantaine de viols des enfants entre mars et juin 2020. Oui, tout à fait. Donc, de mars à juin, on peut imaginer, on parle d'une cinquantaine. Donc, ça veut dire que, et surtout sur les enfants, pourquoi on s'est bien posé la question de savoir pourquoi sur les enfants, mais soit c'est pour tout ce qui est rituel, tout ce qui est... c'est vrai que ce phénomène est nouveau au Cameroun, parce qu'avant, c'est vrai, il y avait des cas de viol, mais pas des cas de viol sur des enfants de 6 mois, 3 ans. C'est pas très nouveau en même temps. C'est pas très nouveau, sauf qu'aujourd'hui, je crois que... Ou alors, les réseaux sociaux ont permis... Effectivement. Oui, oui et non. Oui, à cause des réseaux sociaux, on en parle un peu plus. Ouais. Mais oui, parce que vous allez voir que la dépravation des mœurs dans notre pays, c'est pas quelque chose qui n'est secret pour personne. Alors donc, devenir riche à tout prix dans ce pays, c'est un phénomène qui était là avant, mais il faut remarquer que de plus en plus, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur.
Alors, avec tout ce qui va avec, les crimes rituels, les pratiques bizarres, donc ça se justifie, n'est-ce pas? Surtout, c'est des choses qu'on ne voyait pas trop. Ouais. C'est-à-dire les mineurs, c'était sur les grandes personnes, oui, mais ces derniers temps, pourquoi est-ce que on voit ces gens? Je vous dis, 8 ans. Vous ne pouvez pas imaginer ça? Et quand vous l'examinez, je ne veux pas dire les choses à la télé, alors vous vous rendez compte que mais, voilà, une gamine de 8 ans, il n'y a pratiquement aucune différence entre cette gamine et une fille de, je ne sais pas moi, qui est mariée. Justement, docteur, parlons des qui est active conséquences, parlons des sexuellement. conséquences physiques du viol sur la jeune fille. Conséquences physiques. Oui. Alors, c'est un sujet qui m'amène ce soir. Alors, donc, vous savez, sur le plan anatomique, lorsque Dieu a créé la femme, rien n'a été mis au hasard. Rien n'a été mis au hasard. On ne va pas faire un cours d'anatomie, mais seulement, je vais vous dire que lorsque vous êtes devant le vestibule, c'est-à-dire devant l'organe sexuel de la femme, chaque chose, que ce soit en commençant par les grandes lèvres, les petites lèvres, d'accord, et les orifices, parce que malheureusement ou heureusement, les femmes ont les 3 orifices qui sont presque au même endroit, ce qui explique parfois des maladies, voilà. Mais les 3 orifices sont là, et chaque orifice, je dirais comme ça, est protégé. Protégé. Parlant du contexte de ce soir, il y a les grandes lèvres, il y a les petites lèvres, il y a l'orifice vaginal, que vous n'observez même pas chez une femme qui est vierge. Parce que cet orifice est tellement petit, n'est-ce pas, et cette enveloppe qui protège donc cet orifice-là, ce qu'on appelle l'hymen. D'accord? Alors, donc, cette enveloppe-là ne se déchire que lorsqu'il y a un premier acte. Lorsqu'il y a un premier acte, n'est-ce pas, sexuel qui est posé. Alors, donc, première conséquence, si on peut dire comme ça, il y en a plusieurs sur le plan médical. C'est la perte, n'est-ce pas, de cette membrane. C'est la perte de cette membrane qui fait que la femme passe de l'état où elle était de femme, n'est-ce pas, vierge, à une femme qui bascule de l'autre côté, n'est-ce pas, qui a des activités sexuelles de façon régulière. Alors, ce faisant, dans d'autres sociétés, même chez ceux-là qui ont quand même une certaine éthique, c'est-à-dire, je ne veux pas parler, nous ne sommes pas là pour entrer dans les méandres de la religion ici, tout ça, mais vous savez qu'il y en a qui respectent leur foi, et qui croient en Dieu et qui savent que, voilà, avant d'aller me marier, je dois être vierge, voilà, je dois garder ma virginité. Alors, conséquence numéro 1, voilà une qui s'est dit, on a parlé de la psychologie tout à l'heure, psychologiquement, elle est complètement diminuée parce qu'elle a perdu sa virginité, donc pour elle, trouver un mari, ça sera plus très facile. Alors, donc, sur le plan anatomique, on a, voilà, monsieur qui est venu, qui a complètement désorganisé tout, c'est-à-dire qu'il a effondré, n'est-ce pas, cette barrière, cet hymen est complètement déchiré. Alors, pour ceux qui sont moins violents, ça c'est pour celui qui est gentil. Alors, pour le violeur vrai, lui, il va entrer avec cet engin et il va commettre des gaffes terribles. C'est-à-dire, on n'aura pas seulement l'hymen qui va être déchiqueté, on aura, n'est-ce pas, des plaies qui vont intéresser le muscle vaginal, d'accord? Il y en a qui sont même tellement brutaux que le plafond entre le rectum, il est ici, l'anus est là. Alors, le vagin est ici. Alors quand il entre, là, il peut même déchirer la séparation entre les deux. Et finalement, vous voyez une femme qui vient en consultation, vous voyez les selles qui coulent par le vagin, tout ça. Donc il a créé une fistule, n'est-ce pas, physico-vaginale. Il a créé une fistule physico-vaginale, recto-vaginale, et l'urine par le vagin. Donc ça, c'est les plus brutaux. Et il va en profondeur, il peut déchirer, en fait, le fond du vagin, on l'appelle le cul de salle de Douglas. Donc vous voyez que c'est un violeur qui est vraiment... Ça dépend, le viol, on les classe en stade. Il y a le stade 1, le stade 2, le stade 3. Alors quand on atteint le stade 3, c'est vraiment des conséquences, parfois même qu'on n'arrive pas à réparer. Oui. On peut bien réparer une fistule recto-vaginale, mais une fistule vésico-vaginale,
c'est un casse-tête pour le médecin. La femme qui commence à uriner par le vagin, on va rater la première chirurgie, la deuxième, on rate la troisième, on n'en peut plus et tout ça. Et voilà une femme qui, à longueur de journée, dégage une odeur. Vous comprenez? Alors dis-moi, le monsieur qui va vivre avec ça, ce sera très compliqué. Donc elle sera complètement abandonnée, c'est-à-dire elle sera la risée de plusieurs, aucun homme ne pourra avoir envie d'être avec elle parce qu'elle met les couches et puis les odeurs montent et tout ça. Alors donc voilà les conséquences, il y en a vraiment plusieurs. Et nous avons été rapides peut-être parce qu'il faut qu'on passe la parole aux autres panélistes. Mais c'est ça, justement, les conséquences sont énormes. Sur le plan anatomique, c'est énorme. Est-ce que le viol ces conséquences peuvent empêcher à la femme de féconder plus tard? Ah, heureusement non. Donc une femme... Heureusement non. Heureusement non, pourquoi? Parce que quand vous voyez l'organe génital chez la femme, alors le violeur reste en bas, n'est-ce pas? Il ne va pas dans le haut appareil. Rarement il ira dans le haut appareil. C'est dans le haut appareil qu'on a, n'est-ce pas, l'utérus, on a les trompes, et on a les ovaires. Donc violer, ça n'empêche en rien, n'est-ce pas? Ça n'attaque pas le pronostic obstétrical chez la femme. Oui, c'est vrai qu'on a énuméré quelques conséquences du viol, mais non sur le plan psychologique, à part problème psychologique. On a dit, c'est vrai, il y a la perte de conscience. On a parlé d'anxiété, on a parlé d'inquiétude, le manque de confiance en soi. Alors, un déséquilibre carrément. C'est un déséquilibre psychologique parce que celles avec qui j'ai eu à échanger quand même sur le plan psychologique, donc elles ne sont productives en presque rien. Surtout partout où le genre masculin, voilà, où est-ce qu'elle, donc partout où elle peut rencontrer le genre masculin, elle n'est vraiment pas intéressée du coup. Même ses domaines de compétences sont mis à côté complètement. Ça veut dire sur le plan social, sur le plan académique et ainsi de suite, elle est carrément, voilà, donc elle est à plat quoi. C'est donc l'une des conséquences parce que à un moment, parce qu'elle ne se sent pas, je vais dire, elle ne se sent pas femme, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Ça fait qu'elle, comme on ne peut donner que ce qu'on a, ce qu'elle reflète dans la société, c'est frustration, c'est, on a dit dépression et ainsi de suite. Donc voilà quelques conséquences. Autre chose, c'est que en même temps, elle rentre dans une bulle dans laquelle c'est pas facile d'en sortir. Parce que prendre environ 10, 11, 12 ans pour parler d'un acte qui nous a détruit ou qui a eu lieu il y a justement plusieurs années, c'est pas très évident donc. Oui, je voulais juste dire aussi que c'est vraiment le coefficient affectif vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire une femme qui a été violée, c'est difficile qu'elle manifeste un véritable amour envers un autre homme. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Je dis ça parce que dans mon métier d'éducateur, nous avons eu à travailler par exemple avec des prostituées. Les prostituées ici à Douala, beaucoup plus dans la zone du village. Nous nous sommes rendus compte que sur peut-être 10, vous allez vous en rendre compte que 7 à 8 ont été au moins violées une fois. Et elles ont totalement perdu l'amour vis-à-vis d'un homme. La relation affective, elle est matérialiste. Donc pour moi, basé donc sur cet exemple, ça m'amène donc à comprendre que c'est l'une des conséquences psychologiques de notre société. Docteur, il n'y a pas longtemps, pendant que nous préparions cette émission, j'ai eu à parler avec une jeune fille qui dit être intéressée uniquement par les femmes. Quand j'ai demandé pourquoi, elle dit avoir été victime de viol. Est-ce que le viol entraîne, est-ce que c'est l'une des conséquences du viol? Amener la femme, puisque vous avez dit, il y a les hommes également qui sont violés, amener la victime à s'intéresser au même sexe? Au même sexe? Oui, au même sexe. Au même sexe. À mon avis, je ne sais pas si les panélistes vont partager mon avis, c'est purement mon avis. Je pense que une lesbienne est lesbienne. Oui.
comprenez ce que je veux dire? Donc le viol n'a rien à voir Le avec... viol n'a absolument rien à voir. Ouais. Une qui doit être intéressée par une femme doit être intéressée par la femme, elle est comme ça. Alors donc, ce n'est pas parce qu'on l'aura brutalisé qu'on peut parler peut-être de frigidité. Là, je peux comprendre. Ouais. Parce qu'on a classé le viol tout à les conséquences médicales. Tout à l'heure, on a vu que vraiment, quand c'est de 3e degré, il détruit même en fait ce qu'on peut appeler clitoris et tout ça. Donc, et la dame après, la jeune fille après ne sait même pas ce que ça veut dire un acte sexuel. Parce qu'en fait, elle a été complètement labourée. Alors donc, dans ce cas, on peut dire qu'elle est frigide. Mais ça ne va pas pour autant dire qu'elle doit être portée vers le sexe féminin. Elle peut se dire, puisque c'est sa première expérience sexuelle. Oui. Ma première expérience a été vraiment Un fiasco. un fiasco. Et Un travail bien ordonné se fait entre l'obstétricien, et le psychologue et même le psychiatre. Oui. Donc c'est vraiment un cercle. Donc celle qui a été victime d'un acte sexuel comme ça, on sait que dès qu'on finit d'arranger ce qu'on peut arranger, Oui. on passe la main et le psychologue continue le travail pour la ramener un peu dans son état primaire. D'accord. Oui, Sandrine, est-ce que l'attitude du gouvernement, par exemple, ne favorise pas la multiplication des viols? Parce que, c'est vrai, le viol est puni par le code de procédure pénale, mais concrètement, qu'est-ce que la loi camerounaise fait pour protéger les victimes de viol, pour les remettre en confiance? Je crois que il y a un travail qui est fait en amont. Donc, oui. C'est par les différentes associations. J'ai noté, par exemple, ou alors les différents mouvements, un peu comme Balance ton port, MeToo, voilà, qui permettent aux victimes de pouvoir parler de leurs mauvaises expériences. Donc, je crois que aujourd'hui, avec ces associations-là, c'est un peu plus facile pour pour les victimes de s'ouvrir facilement et de peut-être en arriver aux sanctions, aux différentes sanctions. Ces associations ne communiquent pas assez. La jeune fille, par exemple, qui est violée aujourd'hui, on va parler du cas de l'artiste qui a été violée, oui. Parce qu'elle est connue. Ces associations n'étaient pas là pour l'aider. Je suis d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le gouvernement n'accompagne pas ou bien n'aide pas les victimes, c'est pas la raison? Depuis le départ, on a parlé de certaines circonstances du viol. Oui. On a parlé de la famille, quand c'est le financeur de la famille, ça veut dire il n'est pas dénoncé, déjà au niveau de la famille. Je crois que le cas pratique d'aujourd'hui parlait de la tante qui n'a pas cru en l'histoire de la fille. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas dénoncer, elle ne peut pas en parler, ça ne peut pas arriver au niveau du gouvernement. Donc on se retrouve dans un état où c'est pas dénoncé. Parce que je sais aussi, selon des cas pratiques que j'ai eu à vivre, parfois quand on est arrivé dans des commissariats avec des cas de viol et que le violeur est là, on le punit. Avant même que ça n'arrive au tribunal ou quoi que ce soit, le commandant qui est là ou le commissaire qui est là ou je ne sais pas, l'enquêteur qui est là, fait l'effort quand même de sanctionner d'une façon ou d'une autre. Donc il y a... Pardon. Quand le violeur est pauvre. Quand le violeur est pauvre. Quand le violeur... Non. Pas docteur. Elle a bien. Non, Quand le violeur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. On le corrige. Justement. Aussi, non, je crois. Je crois pas. Quand celui qui viole n'a pas un statut social et est un débrouillard, on peut encore le brutaliser et lui faire des remontrances. Mais quand c'est quelqu'un qui est bien assis, je ne sais même pas, il ne vient même pas. Alors on étouffe l'affaire. Parfois, voilà, on étouffe l'affaire. Donc il y a donc ce problème-là, ce problème de dénonciation, parce que le bourreau est beaucoup plus proche. Et je dis, il est comme au centre de la famille, c'est pas évident, parce que dès qu'on le dénonce, on coupe tout. Donc je vais pas parler ici du laxisme du gouvernement dans l'accompagnement des victimes et ainsi de suite, d'une façon ou d'une autre. Mais je crois que on devrait d'abord arriver à pouvoir dénoncer. C'est vrai que l'actualité, avec tous les cas, on a parlé d'une 50aine de mars à juin et on n'a pas eu de suite quant aux enquêtes, voilà, donc évaporées dans la nature. Donc il y a en même temps cela, mais je crois qu'on devrait dénoncer d'abord et puis attendre la suite. Oui, à mon avis, il y a des structures qui sont en place.
Oui. Maintenant, c'est la société. Est-ce que ces structures communiquent assez? Voilà, c'est dans ce sens que je voulais parler. Il y a un problème d'information. Donc la population n'est pas assez informée par rapport à ces structures, où est-ce qu'elles se trouvent, elles font quoi, comment on peut les accompagner, ainsi de suite. Donc pour moi, le véritable problème, c'est à ce niveau. D'accord. Mais pour les structures, il y a des structures en place. Qui devraient communiquer. Docteur, comment revivre? Comment retrouver goût à la vie? Comment on se dit, je ne suis pas un échec après avoir été victime de viol? Oui, avant je vais rebondir un tout petit peu par rapport à la dernière préoccupation. Alors, pour dire qu'il y a une structure. Il y a une structure, la preuve. La fille qui est victime de viol, une fille de 8 ans qui est la seconde femme, n'est-ce pas, de son papa. Entre guillemets. Entre guillemets. Mm. Alors, donc, je les ai envoyés au service social. Le service social du ministère des services. Enfin, je ne sais pas, on l'appelle comment? Ministère des services sociaux. Est-ce qu'il y a Des affaires. Des affaires sociales. Merci beaucoup. Alors, ce ministère est en charge de ça. C'est en fait le relais. C'est-à-dire qu'il y a des ONG, c'est vrai, mais il y a du point de vue étatique, mais ils n'ont pas les moyens de travailler. Ils n'ont pas le moyen de faire leur travail. Il faut faire un travail d'investigation. Et quand vous allez, on a la preuve, je lui ai demandé d'aller voir les gens du service social. Et la dame du service social a dit, voilà, il faut que je mène mes investigations pour voir si ce que tu me dis est vrai. Bon, elle a quel moyen pour pouvoir le faire? Elle doit se déplacer comment? Elle doit faire quoi? Elle doit écrire des rapports, elle doit faire quoi? Manque de collaboration avec, n'est-ce pas, c'est avec, je sais pas moi, la police judiciaire et tout ça. Et chacun est dans son petit coin et puis les résultats ils se font connaître. Donc il y a des structures qui sont là pour ça, mais non, on ne leur donne pas les moyens de leur politique. La preuve, la petite fille est là, et puis on devrait normalement continuer comment? C'est-à-dire, le service social devait toucher, n'est-ce pas, la police judiciaire, et qu'on dépêche quelques antigants pour essayer de filer le père. Parce qu'il y a des moments où le père, la maman ayant compris ça, et surveillait son enfant. Alors donc le père venait à la récréation, souvent récupérer l'enfant. Quand la mère a coupé tout lien, et c'est l'occasion pour lui de venir à l'école et de soudoyer ceux qui sont en charge de sécuriser les enfants. On lui donne un peu d'argent, il va y récupérer sa fille, il l'amène et puis il le ramène à une heure et demie. Alors donc c'est pour dire que il n'y a pas les moyens d'investigation, il n'y a pas une communication réelle entre le service social et ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de mener les enquêtes fiables et tout ça. Donc ce qui fait que, du coup, tout le monde se perd. Voilà. Et donc, rapidement, comment aider, comment passer à autre chose, comment oublier cet acte, comment se reconstruire après, comment faire? Très bien, docteur. très bien. Et regardez un peu, je vous donne un exemple. Il y a, je ne veux pas citer, bon, il y a quand même un collègue que vous connaissez bien, le docteur Njingwe. Njingwe, c'est un psychoclinicien. Le psychoclinicien, quand vous arrivez à l'hôpital de la Cantini, vous allez à sa consultation, vous voyez une ligne de malades qui quitte ici et qui peut traverser le mur là-bas. Alors, or, vous savez que le psychoclinicien, lui, pour recevoir un malade, il lui faut environ minimum 45 minutes à 1 heure de temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le psychologue doit aller fouiller, il doit aller fouiller. Alors, le manque de personnel, vous comprenez? Alors, nous avons un manque criard de personnel. Mais non, concrètement, alors, la victime. Oui, c'est ça, c'est ce que je vais en venir là. Oui. Alors, pour dire que ce sont des psychocliniciens, ce sont les éducateurs, si on les avait en grand nombre, c'est-à-dire, ils pourraient, parce que l'entretien que vous voyez, c'est-à-dire le clinicien, le psychoclinicien, lui, sait que si je parle de ce sujet, je vais dans ce sens-là, seulement en amenant la personne, en lui donnant peut-être un questionnaire rempli à ce qu'il voulait, il a des moyens de pouvoir ramener, n'est-ce pas, cette fille qui se croit être perdue. Et puis, être guérie, vous comprenez ce que je veux dire? Alors donc, il y a le personnel qu'il faut, qu'on n'a pas. Sandrine, comment se reconstruire? Comment redevenir celle qu'on était avant? Sur le plan pratique, voilà, pratique et psychologique, oui. Guérir d'abord
voilà, personnellement, et se faire accompagner, voilà, en quelques secondes, et se faire accompagner, comme on a dit, par un psychologue ou par un professionnel. Pour moi, c'est d'abord avoir le courage de parler à quelqu'un, parce que ne pas garder du silence, beaucoup plus dans le cadre familial. Si on peut avoir ce cadre, papa, maman, parler à sa maman, parler à son papa, et le noyau familial pourra mieux vous accompagner. En dehors de ça, il y a les éducateurs, il y a les psychologues, avoir le courage d'aller vers ces personnes, parler. Docteur Djodja, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes gynéco-obstétricien. Merci, c'est moi qui vous remercie. S'il y avait des plateaux comme ça, nous pensons que la communication est très importante en matière de viol. Les informations qui pourraient être relayées comme ça pourraient avoir une incidence sur le taux. Vous avez là donné un taux là, qui est effrayant. Les informations comme ça pourraient aider les uns les autres à pouvoir vraiment se situer et savoir que lorsqu'il y a un cas de viol, il faut appeler un numéro vert. Il faut pas garder le silence et surtout s'adresser à la bonne personne. Donc je vous remercie pour cette émission. Nous pensons que le relais sera fait et chaque fois qu'il y aura occasion de venir dénoncer ces affres de la société, nous serons toujours présents. Sandrine Gentil, merci. Merci Leslie. Merci beaucoup. Théodore Baïra, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous espérons que vous avez apprécié. Comme nous l'avons dit tantôt, dénoncez tous les abus. N'ayez pas peur. Trouvez des personnes avec qui parler. Parlez avec maman, parlez avec tonton, parlez à votre entourage parce qu'en parlant, certainement, vous trouverez la solution. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle confession. Nos programmes sont en continu sur www.ofedafrique.tv et sur nos pages Facebook et YouTube.